Mesdames, Messieurs, nous allons démarrer cette deuxième conférence. Donc, on vous propose de regagner vos places. Quel silence impressionnant. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence de clôture d'Agora 2023, les innovantes 2023. Elle se poursuivra avec la remise de la désormais traditionnelle clé des innovantes de la formation à nos confrères de la région qui organisera le prochain événement en 2024. Alors, on va continuer le teasing. Vous ne saurez pas maintenant dans quelle région partira la clé. Il faudra attendre la fin de la manifestation. Et donc, vous découvrirez en fin de manifestation quel Carrefouref, quelle région et puis surtout quelle ville accueillera la manifestation Les Innovantes en 2024. Alors, avant de vous présenter le grand témoin du jour, nous vous invitons à nouveau à télécharger l'application Evenium ConnexMe. Pour cela, vous trouverez un QR code dans votre programme à flasher avec donc l'indication du code de l'événement Agora Occitanie 2023. La salle est également équipée de Wi-Fi, accessible avec l'identifiant Agora Occitanie 2023 et le mot de passe Carrefouref 3134. Pour vous faciliter les choses, vous pouvez prendre cette slide en photo si vous le souhaitez. Alors, comme c'était le cas hier, cette conférence sera traduite en langue des signes par Aurélia Leroy et Gaëlle Madeleine, que nous remercions d'ores et déjà, et qui représentent l'entreprise Interpretis. Sophie Étronier et Sophie Morel, nos facilitatrices graphiques, interviendront à nouveau au fil de la conférence. Mais on va accueillir tout de suite notre grand témoin, Monsieur Denis Christol, que j'appelle à nous rejoindre sur scène. Monsieur Christol, vous êtes chercheur en sciences de l'éducation, directeur de l'innovation au sein de l'Association pour le progrès du management. Monsieur Christol, bonjour. Bonjour. Vous avez pris le pouls d'Agora pendant ces 2 jours. Absolument. Vous avez parcouru les workshops. J'ai parcouru les workshops. Vous avez saisi les échanges. J'ai saisi les échanges. Et vous allez nous proposer maintenant votre lecture, une conclusion à ces 2 journées riches de travaux communs. Monsieur Christol, c'est à vous. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, ravi d'être avec vous pour ce moment. Et très honoré. Alors, ça, c'est le Caroux. C'est près de Bédarieux. Je suis originaire du nord de Béziers. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Hier, j'ai tout de suite pris une claque quand Jean-Michel, dans l'atelier sur les pairs, il nous a dit qu'il faut se présenter, non pas avec des titres, des diplômes, mais il faut se présenter pour de vrai. Donc, j'ai retravaillé un peu ma présentation pour vous dire un peu qui je suis. Alors ça, c'est mon papa. Moi, je suis parisien, j'ai 56 ans, je vis à Paris, mais avec le Covid, j'ai perdu ma maman. Donc je me suis dit, je vais profiter du télétravail pour venir dans ma région de cœur et me rapprocher de mon papa qui est en maison de retraite. Et puis, deuxième élément, pour vous parler aussi de ce que je tiens dans mon cœur, ça c'est le petit hameau dont je suis originaire qui s'appelle Saint-Sixte. C'est un prieuré du XIIe siècle, donc si vous venez passer dans la région, je vous invite à venir le visiter, c'est très beau. C'est un des rares prieurés à 2 étages, donc c'est très très rare dans la région. Et je vous présente ce prieuré parce que j'ai vécu un apprentissage, on appelle ça des apprentissages informels, hein. On parlera de la FEST tout à l'heure, mais dans les apprentissages informels, c'est qu'est-ce qu'on apprend sans avoir l'intention de le faire. Il se trouve que ce prieuré, il y a un prieuré du XIIe qui tombe en ruine, petite commune sans argent. Les grands-mères du village ont dit on va vendre nos gâteaux, nos pâtisseries, pour récupérer de l'argent et retaper le clocher. Et donc moi je ne savais pas cuisiner, je suis passé de maison en maison et elles m'ont donné les recettes. Alors en occitan, elles me disaient on ne peut pas te donner plus qu'à vista denas, hein, à vue de nez les ingrédients, les proportions. On a fait un livre de recettes et les grands-mères, sans le savoir, elles ont appris à devenir des commerciales. Est-ce que vous savez combien elles ont vendu de bouquins? Ce n'est pas la FNAC, hein, c'est de proche en proche. C'est à la coopérative de Clermont-les-Roses, c'est vers le pharmacien, c'est tous les gens
toute cette puissance sociale qui est mise au service d'une œuvre. Combien elles ont vendu de bouquins, les mamies? 500. Qui dit mieux? 1000. Qui dit mieux? 3000. Qui dit mieux? 5000. Elles ont vendu 5000. Je reviendrai sur la force de l'intelligence collective, mais c'est quelque chose qui me semble fondamental à partager en matière d'éducation et de formation. Excusez-moi si j'étais un peu long dans l'introduction. Alors si on reprend ce que nous a indiqué notre premier conférencier, tout d'abord il nous a parlé dans les points clés de l'importance de l'usage et des usagers. J'apporterai une complémentarité à ce qu'il a dit. Je dirais que dans nos pratiques, nous avons souvent la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Est-ce que nous faisons attention à la maîtrise d'usage? Est-ce que nous associons nos usagers dans le co-design des formations que nous proposons? Pas toujours. Cette reproduction de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, elle date de Taylor. Et en France, on sait la dater. Ça a suivi la CEGOST. Vous connaissez la CEGOST? La Compagnie Générale d'Organisation Scientifique du Travail, qu'on appelle maintenant la CEGOS. Et cet organisme de formation, il a apporté dans ses bagages, dès les années 30, eh bien, l'ingénierie de formation. Et on appelle toujours des ingénieurs de formation les personnes qui pratiquent l'analyse de besoins, la transformation en cahier des charges et puis la commande. Donc ça, c'est une pratique qui est ancienne, on ne la remet même plus en question. On ne se pose même plus la question sur notre façon de penser et de concevoir. Première indication. Deuxième élément, Jean-Charles Caès nous a parlé de collaboration ou de coélaboration. Moi, je parle aussi de co-design. À chaque fois que possible, mettez du co dans ce que vous pouvez faire, parce que c'est la meilleure façon de s'approcher du public et de le rendre actif par rapport à ce qu'il va vivre. On n'aime pas forcément être la cible d'une politique publique. Vous voyez, la cible, c'est quelque chose sur lequel on jette des choses. Donc comment associer nos usagers, nos bénéficiaires, nos apprenants, nos stagiaires, appelez-les comme vous voulez, comment on les associe? Ça, cette coélaboration, c'est aussi une grande puissance pour faire de la transformation d'organismes de formation, du change management. C'est une façon de repenser nos métiers. Il nous a parlé d'innovation au service du contenu. On n'innove pas pour innover. Je suis directeur de l'innovation, mais j'ai tendance à essayer d'utiliser un autre mot, mais il ne parle pas, qui est plutôt la diversification. Parce que l'innovation, c'est un gros mot. Dès qu'on dit innovation, eh bien on va dire innovation, et puis ah mais c'est pas innovant, ça on le fait depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on le fait depuis longtemps. Vous voyez déjà Alexandre le Grand, il avait inventé le horse coaching avec son cheval bucéphale. Vous voyez un peu le... Donc, est-ce qu'on innove avec le horse coaching? On met un peu de mots anglais, mais on reprend des pratiques. Donc, moi, je serais très, très humble et très modeste en disant diversifions, offrons une variété de possibilités. Il nous a parlé d'être bon dans son domaine. Je pense qu'il a entièrement raison. Et là, on a probablement intérêt à cultiver ce que j'appellerais, moi, la sûreté ontologique. Vous êtes ancré, vous êtes droit dans votre axe, vous savez où vous voulez aller, et c'est pour ça que vous êtes capable de prendre des risques. Si vous n'avez pas cette sûreté ontologique, cette connaissance de là où vous avez envie d'aller dans votre expérience pédagogique, eh bien on peut se perdre et utiliser tout un tas d'artifices et de modalités pédagogiques qui, finalement, ne sont pas forcément si innovantes que cela. Ce n'est pas parce qu'on met de la technologie, qu'on remplace une tablette de craie noire avec une craie, avec une tablette numérique qu'on est innovant. La médiation, est-ce que c'est ça le cœur de la transformation de nos pratiques? À réfléchir. Au passage, je pense qu'on ne remplacera jamais, jamais, jamais un formateur, quel que soit le nom qu'on lui donne demain, par une technologie numérique, aussi puissante soit-elle. Parce que nous avons besoin de cette dimension humaine. Il nous a dit également communauté apprenante, échange d'expériences. Je reviendrai là-dessus parce que c'est pour moi un point clé, cette dimension de l'échange d'expériences, qui est le sel vivant de la rencontre. Le passage par l'autre, nous dit Ricoeur, l'altérité, c'est le meilleur chemin pour arriver à soi-même. Et souvent, lorsqu'on est en difficulté avec des groupes, un des bénéfices de l'innovation, c'est de se dire peut-être qu'on commence à s'écouter mutuellement et à créer les conditions d'entente mutuelle. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel je suis complètement en phase avec Jean-Charles.
Et puis, il nous a parlé également d'hybridation. Alors, chez nous, on utilise un autre mot, on dit le mixtantiel. Oui, mixtantiel. Pour essayer de décrire un peu toute cette dimension-là, donc le numérique, le présentiel. Les métadonnées qu'on a sur les recherches numériques attestent que ça n'est ni meilleur, ni moins bon. C'est juste différent et adapté à d'autres usages. Donc il ne faut pas en faire quelque chose d'un essentiel. C'est quelque chose qui participe en plus, qui peut aller dans des fonds de vallée, par exemple. Hein. J'en parlais avec Bruno. Parfois, on peut aller toucher des publics. Quand je travaillais dans la fonction publique territoriale, ça permettait aussi à des secrétaires de mairie de se tenir au courant. Parce qu'elles sont représentantes pratiquement de l'État, si j'ose dire, dans des petites communes. Et elles doivent tout savoir. De l'urbanisme, du code des décès, de la propriété. C'est juste pas possible comme métier. Et donc, ces secrétaires de mairie, elles étaient dans une communauté et elles pouvaient apprendre à distance. Donc il y a quand même des sacrés bénéfices à s'intéresser à tout ça. Et il y a beaucoup de prestataires et j'ai adoré tout ce que j'ai vécu. Pour moi, c'était la caverne d'Ali Baba. Au passage, je regrette de ne pas avoir pu voir autant que j'ai vu, mais c'était génial. Collectif individuel, académique, expérientiel, toutes ces formes-là, moi j'appelle ça du mixtantiel, c'est quelque chose qui doit nous animer. Comment capter de la curiosité ? Et puis, quelque chose que nous rappelle Jean-Charles Caillès, c'est que quand on est un innovateur, on envoie 2 messages. Premier message, avant, c'était pas terrible. Et avec moi, ça va être encore mieux. On ne le fait pas par prétention. Mais mine de rien, c'est ça qu'on envoie comme message, hein, quand on dit voilà l'innovation. Donc, Jean-Charles a bien raison de dire, le vrai challenge, c'est de marier les choses, de respecter ce qui a été fait avant, de la jouer modeste, et puis d'essayer de tester, par essai-erreur, des petites choses. Alors, premier sondage que j'aimerais vous proposer, c'est les tendances pédagogiques qui vous semblent les plus probables. J'ai noté là 5 formes d'intelligence. L'intelligence technologique, alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, hein, on voit qu'il y a une tendance, un boulevard qui s'ouvre par rapport à ça. L'intelligence des espaces et des lieux. À la Renaissance italienne, on parlait du geni loci, le génie des lieux. Qu'est-ce que nous enseignent les lieux ? J'ai eu la chance de faire une visite de Toulouse que je connaissais mal. Waouh, quand vous visitez vraiment, j'y suis passé à Toulouse, j'ai travaillé, j'ai été dans des hôtels, mais jamais pris le temps de vivre. Et là, je suis allé sur la place du Capitole, j'ai senti une ambiance. Et puis, près de Saint-Cernin, j'ai senti une ambiance. Il y a cette espèce d'expression du lieu qui nous renvoie une énergie. Ça, c'est l'intelligence des lieux. Très important pour la formation. Certains ont fait des ateliers dans des salles équipées. Réfléchissons à des lieux mobiles, avec des couleurs, avec des ambiances, des espaces. C'est très précieux en innovation. Ça nous réveille. Cette troisième intelligence, c'est l'intelligence collective. Intelligence collective, vous connaissez le dicton, hein, ensemble, on va plus loin, seul, on va plus vite. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est aussi très important dans notre façon de parler. Je vous parlais de mes mamies, hein, à 70 ans, elles se retrouvent les commerciales du hameau. C'est quand même assez consistant. Et en 30 ans, au passage, elles ont fait tellement de loto qu'elles ont récupéré 700 000 €. Pour vous donner un peu la puissance d'une équipe de commerciales. Qui aurait misé sur les mamies ? J'aime mes mamies. Hein. Alors, la quatrième forme d'intelligence, je l'ai vu aussi dans beaucoup d'ateliers, c'est l'intelligence émotionnelle. On a beaucoup utilisé le mot soft skills hein, dans les différents ateliers. L'intelligence émotionnelle en fait bien entendu partie. Et puis moi, j'ai rajouté une cinquième forme d'intelligence, parce que j'y suis très sensible, c'est l'intelligence du vivant. Cette intelligence du vivant qui est également en train d'être redécouverte par force. Moi, j'y suis sensible parce que dans mon village, donc le petit village de Saint-Cis dont je vous parlais, depuis le 17 janvier, il n'y a plus d'eau. Plus d'eau, ça veut dire plus de jardin partagé, plus de socialité, plus de légumes pas très chers pour les gens qui n'avaient déjà pas beaucoup de sous. Vous voyez un petit peu les incidences. Pour moi, cette forme d'intelligence, on doit la travailler, la découvrir et l'intégrer dans nos dimensions pédagogiques et formatives. Alors je vous propose de voter et de voir, à votre avis, quelles sont les plus fortes probabilités. Donc l'intelligence collective vient en tête. Le plus probable,
Le plus probable, vous dites, demain, on va être guidé par l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, les espaces et les lieux, le vivant et la technologie. OK. On refera le sondage après que je vous fasse un débriefing des ateliers. D'accord ? Je vais vous faire un petit débriefing des ateliers et puis on verra si votre opinion, elle se maintient. Alors, j'ai participé à un atelier storytelling. Alors, j'ai débarqué en plein moment émotionnel. Je prie de m'excuser auprès du groupe auquel je suis débarqué, parce que mon job, c'était de passer d'atelier en atelier, et j'ai probablement dérangé un peu ce moment-là. Mais j'ai senti, effectivement, la dimension émotionnelle dont on parlait. Il se passait quelque chose. Et c'est l'expérience qui se transforme à travers cette pratique du récit. Il y a plein de façons de vivre le récit. Pour vous donner une sensation que j'ai vécue une fois dans ma vie, j'étais dans un séminaire de formation. C'était un séminaire international de formateurs du groupe L'Oréal. Il y avait des gens du monde entier. Et puis, il y avait un motivateur. Vous savez, les Américains, ils ont ce qu'ils appellent des speakers, des motivateurs. Le gars s'appelait Lou Lozansi. Il était coiffeur et docteur en psychologie. Et voilà Lou Lozansi qui arrive. Donc, il était en smoking blanc. Américain, vous voyez, il y a quand même un peu de chic. Cheveux blancs. Alors forcément, comme c'était L'Oréal, c'était des beaux cheveux. C'était magnifique. Et puis il arrive sur une musique des Beatles, hein, Imagine All the People. Et il arrive comme ça, devant son groupe de participants, tranquillement. Il prend le temps de les regarder. Alors, je ne sais pas si je fais bien le truc pour le storytelling, mais je vous le donne. Et puis il s'installe devant son groupe. I am alive! Waouh! Il réveille tout le monde. Et là, il nous explique, avec une espèce de grâce, de simplicité, que coiffeur, c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi? Parce que quand vous êtes chez le coiffeur, vous arrivez, et puis vous ne demandez pas l'autorisation, tout de suite, vous travaillez le cuir chevelu. Essayez de faire ça chez un médecin. Chez le médecin, il dit, est-ce que vous pouvez enlever votre chemise? Vous voyez, il y a quelque chose de la pudeur du corps. Le coiffeur, il y va direct. Et puis le coiffeur, il vous accompagne dans tous les moments de votre vie. La communion du petit, le mariage, le décès, la fête de famille. Le coiffeur, il a ça en lui. Et ce motivateur, il nous expliquait que coiffeur, c'était le plus beau métier du monde. Tout ça, c'est du storytelling. Là, on voit un avantage de l'innovation. On est en capacité, avec l'innovation, de transformer nos métiers. Je vous parlais de mon papa qui est en maison de retraite. J'ai trouvé une maison de retraite. Il y avait une place disponible. Mais il n'y avait pas d'aide-soignant pour s'en occuper. Il n'a pas eu sa place. Pourquoi? Eh bien, ce n'était pas un métier attractif. Et donc, j'ai dû trouver une autre solution pendant plusieurs mois. Donc là, on a quelque chose à faire par rapport à nos métiers, par rapport à nos façons de parler des métiers. Ça passe probablement par les fédérations professionnelles, ça passe probablement par la formation et la façon d'en parler. Ces coiffeurs américains, ce que me disait Lou Lozansi, c'est qu'ils faisaient un congrès annuel, 40 000 coiffeurs à Las Vegas. Ils payaient parfois 6 mois de salaire pour venir faire le voyage et rencontrer les stars de la coiffure, parce qu'ils avaient une passion. Certains d'entre eux se faisaient tatouer une marque de shampoing, vous imaginez un peu, Redsken. C'était des furieux, c'était un style de vie, c'était pas simplement un métier, c'était une vocation. Quelles sont les vocations qu'on peut trouver dans les différents métiers que nous proposons? Peut-être qu'on n'aura pas tous le génie de Lou Lozansi, mais cette pratique du storytelling est essentielle. Elle transforme l'expérience et le sens qu'on a par rapport à cette expérience. Je vous ai mis 3 dimensions. Apprendre de l'expérience, vous connaissez certainement les travaux de John Dewey, qui est un philosophe pragmatiste, pédagogue américain, une personne qui, dans les années 30 déjà, nous parle de la pédagogie du projet et de l'enquête. Envoyer les gens en enquête, quel que soit leur métier. J'ai pu le faire avec des ouvriers dans la métallurgie, on peut le faire avec des cadres, on peut le faire avec tout type d'âge et de profil. L'enquête, la curiosité, le déplacement, c'est quelque chose où la personne ne vit pas simplement le récit du formateur, il l'expérimente
par lui-même. La deuxième dimension, c'est les pratiques narratives de White. White, c'est un médiateur social australien et il s'aperçoit que les aborigènes australiens ont été humiliés, colonisés. Ils sont complètement alcooliques. Pas tous, hein, mais il y a des ravages. Alors je vois Marie-Christine qui est allée récemment en Australie, elle me confirme ça. Et White, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ces personnes et il leur dit « Écoutez, je suis la plus mauvaise personne pour vous aider. Dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour vous. » Et les aborigènes lui racontent des histoires. Et en racontant ces histoires, il découvre dans les histoires des fines traces. Il appelle ça des fines traces. Des moments de bifurcation. Des moments où ils ont osé. Des moments où ils ont changé un peu leur réalité. Ces pratiques narratives, elles vont permettre à un moment donné de redonner la parole à ceux qui n'en ont pas. Donc c'est une façon d'écouter l'expérience, non pas comme une expérience qu'on va plaquer sur l'autre, mais une expérience qui va sortir de l'individu. Donc toutes ces pratiques qui nous amènent à travailler sur l'expérience sont véritablement des pratiques qui nous rehaussent, qui nous redonnent du pouvoir d'agir. Expérience transformatrice, ça c'est Méziroff, c'est vraiment cette idée que l'expérience nous transforme. Et je rappellerai, mais pourquoi on fait de la formation? Pourquoi on fait de l'apprentissage? Est-ce qu'on s'est posé? Il y a eu beaucoup d'ateliers techniques, mais des ateliers sur le sens de l'apprendre. J'en ai pas vu beaucoup. Alors, c'était peut-être pas l'objet de ce colloque, hein, qui était très centré sur des méthodes, des techniques de l'innovation, mais probablement qu'il faut se réinterroger sur le sens de l'apprendre. Certains d'entre vous sont issus de l'éducation populaire. Peut-être. Ils se rappellent que l'émancipation est un élément clé. Se libérer de ses croyances, se libérer de ses impossibilités, augmenter son pouvoir d'agir. Ça passe par le récit. Alors j'ai inventé des nouveaux métiers, accompagnateur d'autodidactes, d'accompagnateur ou autodidacteur. Donc on peut imaginer créer tout un champ autour de la parole et accompagner l'autre à prendre la parole. Et il y a plein d'experts qui sont capables dans cette salle de le faire. Voilà ce que j'ai envie de partager sur cet atelier storytelling. La neuropédagogie. Alors, j'ai noté là les 6 piliers qui ont été énoncés. Mouvement, mémorisation, engagement actif, retour d'information, émotion, attention. Donc il faudrait vraiment creuser toutes ces dimensions-là. Elles sont très riches. Il y a un potentiel pour améliorer ce que nous faisons, nos pratiques, pour les spécifier, pour les rendre plus clairs. Je dirais aussi, à travers cette neuropédagogie, ça m'a fait penser aussi aux travaux de Francisco Varela. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les travaux de Francisco Varela. Francisco Varela est un neuroscientifique et il nous dit, en se déplaçant, notre cerveau change d'angle de vue sur ce que nous voyons. Notre environnement se transforme. On voit des détails. On peut observer d'un peu plus près. L'énaction, qui s'appelle également cognition incarnée, c'est une façon de jouer de notre environnement, de s'en saisir, d'avoir des prises sur lui. Ça nous incite à penser l'environnement peut-être pas comme une chose en extériorité de soi-même, mais peut-être, j'aimerais parler plutôt du milieu. Vous voyez la différence entre le milieu et l'environnement. Alors ça, en France, on a la chance d'avoir les mots pour distinguer ça. En anglais, on n'a pas. Ils utilisent le même terme. L'environnement, c'est en extériorité, c'est objectivé, c'est concret. Le milieu, il y a une part de subjectivité, de rapport que nous construisons par nous-mêmes. On peut avoir un environnement d'apprentissage particulièrement bien construit, mais si nous n'avons pas le désir d'apprendre, on n'en fait rien. Il nous faut donc probablement utiliser les possibilités de la neuroplasticité que nous avons découvert pour imaginer des milieux, c'est-à-dire des espaces dans lesquels l'apprenant a des prises. Appréhender, apprendre, prendre avec soi. Il y a quelque chose de cette nature dans la façon de penser le milieu.
Et puis penser le milieu, ça nous rappelle aussi que nous sommes vivants. Nous ne sommes pas extérieurs au vivant, nous sommes dans le milieu. Donc je nous invite à penser le milieu. Je rappellerai également, peut-être connaissez-vous les travaux de Richard Sennett. Ceux qui sont dans l'industrie ou dans la technique connaissent peut-être. Richard Sennett est un sociologue anglais et il a écrit un bouquin « Ce que c'est la main ». Et il nous dit, peut-être qu'il y a de l'intelligence partout dans le corps et pas uniquement dans le cerveau. Et il décrit l'ébéniste. L'ébéniste, sa main travaille le bois, elle circule, elle caresse, tout d'un coup, elle tombe sur un nœud. Et le nœud lui dit, c'est trop dur, il faut que tu creuses à côté. Et il creuse à côté. Dans la boucle, est-ce que c'est le cerveau ou est-ce que c'est la main qui a guidé le geste? Donc, revalorisons aussi tous les métiers manuels, tous les savoir-faire techniques. Valorisons cela parce que un certain nombre de personnes vont se dire « Non, je ne sais pas » ou « Je n'ai pas les mots pour le dire », alors qu'ils ont un savoir dans la main. Ça, c'est très important. Bon, on pourrait imaginer des nouveaux métiers. Alors, neuropédagogue, j'imagine aussi le synapsergiste. Alors, je parle sous le contrôle des experts, hein, je délire. Hein. Le neurostimulateur ou le cervoculteur, comme vous voulez. Si vous êtes un peu jardinier, un peu dans les réseaux, choisissez. Alors, autre atelier. Alors, j'ai mis badge et j'ai rajouté technologie éducative parce que le badge, c'est extraordinaire. Le badge, ça va nous permettre de créer quelque chose qui est une reconnaissance horizontale. Vous voyez, ça n'est pas simplement une autorité gouvernementale ou académique. C'est une reconnaissance de tous vers tous. Il y a quelque chose de la démocratisation de l'éducation à travers le badge. C'est un enjeu de reconnaissance et également de savoir-dire. Vous voyez, le badge, pour moi, ça renvoie à cette idée de savoir-dire. Ce n'est pas simplement du savoir-faire qu'on va mettre en boîte, c'est du savoir-dire. Et je rajouterai également, certains disent oui, mais on peut avoir sur LinkedIn, par exemple, des systèmes de recommandation. Hop, on nous reconnaît des compétences. Oui, mais le badge, ça nous appartient. Ce n'est pas une grosse boîte américaine ou que sais-je, qui possède une vision sur nos savoir-faire. Donc, on a probablement à creuser collectivement la valorisation des badges. Et là, vous êtes, j'ai l'impression, pas trop mal parti sur cette dynamique-là. À côté, je n'oublierai pas tout le reste. Alors, c'était très développé dans les ateliers portés particulièrement par la région, mais je l'ai mis là, sur cette diapositive. Le e-learning, les MOOC, la réalité virtuelle, augmentée, 360 degrés. Là, on a un champ considérable d'investigation, en nous rappelant quand même que toutes ces technologies-là, elles consomment de l'électricité à foison. Je ne sais pas si vous avez suivi, en Espagne, à 50 km de Madrid, ils ont voulu construire un data center qui consommait tellement d'eau qu'ils se sont dit, est-ce que l'eau, elle va pour le data center ou pour les agriculteurs? Ils en sont là. Et nous, on y va aussi. Donc il y a probablement à creuser et à mener des investigations sur ces technologies éducatives, mais peut-être avec un peu moins de gourmandise, peut-être avec un petit peu plus de frugalité. On parle d'innovation frugale, donc faire avec ce qui est là, et peut-être faire attention à la consommation énergétique et en eau que représentent toutes ces technologies-là. Parce que c'est une surenchère. Là, vous avez peut-être vu apparaître le nouveau casque d'Apple. Si vous êtes branché sur les technologies, vous voyez ce casque. Alors, ça coûte relativement cher. Je crois que c'est de l'ordre de 4 000 $. Je parle sous le contrôle des experts, peut-être même plus. On voit que c'est des équipements coûteux. Je pense qu'il y a lieu de faire une vraie vérification de l'impact et de l'intérêt. Je parle aussi de l'informatique qui passe d'un statut d'outil, c'est-à-dire un outil sur lequel on agit, un peu comme un marteau, à une informatique pervasive. Le mot pervasif, ça vient de l'informatique, c'est quelque chose qui s'infiltre partout. Comme l'eau, ça circule, ça coule partout, et sans qu'on s'en aperçoive, ça colonise nos esprits. On n'y fait pas attention, mais de plus en plus, l'informatique va nous prendre du temps. D'ailleurs, c'est de plus en plus considérable, et on en est même à sacrifier des heures de sommeil, voire des heures de repos,
pour aller consulter des écrans de façon addictive avec des chaînes de récompense, alors la fameuse dopamine dont on a parlé sur la partie neurosciences. Et ces chaînes de récompense qui peuvent être bénéfiques pour l'apprentissage, elles peuvent aussi nous conduire à perdre notre temps, à perdre notre capacité de raisonnement critique. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces technologies, comment on les utilise avec discernement. Jean-Charles Caillez nous a parlé d'une pratique, je trouve que c'est très intéressant à creuser. Comment allons-nous intégrer tout cela sans abus, sans excès? Alors le travail à distance, cet atelier sur la FEST, alors moi j'ai noté qu'il y avait une vraie ingénierie à maîtriser, hein. Ça ne s'improvisait pas comme ça. Il y avait une nécessité de construire des cahiers des charges, de vérifier les situations, à un moment donné de s'intéresser au contexte, de s'intéresser aux acteurs, de se professionnaliser dans cette démarche-là. Diagnostic, conception, mise en œuvre, bilan. Donc là, vous avez un plan d'action qui a été présenté dans l'atelier, assez précis. Ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que derrière tout ce travail à distance, alors il faudra s'interroger d'ailleurs sur le travail à distance, c'est-à-dire la FEST à distance. Est-ce qu'il y a des activités de formation en situation de travail distant? Je ne sais pas encore, chez soi. J'ai travaillé avec une sociologue récemment qui a mené une enquête, et c'était une enquête photo. Donc elle faisait des photos des travailleurs qui travaillaient chez eux. C'était pas piqué des hannetons, cette affaire, parce qu'elle les voyait dans toutes les situations possibles. Pas qu'en short et en tongs. Ils pouvaient travailler dans n'importe quel moment, dans leur WC, dans leur... Donc, est-ce que la FEST va se croiser avec ces formations à distance? Point d'interrogation. Autre élément qu'on peut dire, c'est la prééminence des apprentissages professionnels informels. Vous connaissez probablement les 70-20-10. 70% de nos apprentissages sont acquis en situation, par l'expérience, 20% plutôt dans des formations, et 10% plus particulièrement dans des diplômes de formation initiale. Eh bien, ces apprentissages professionnels informels, ils durent toute notre vie. On en distingue plusieurs catégories. Ceux qui sont conscients et planifiés. Je me dis, tiens, maintenant quand je serai en réunion, j'observerai comment ça marche une réunion et j'apprendrai des choses. Ça, c'est une façon d'apprendre. Mais ils peuvent être aussi conscients et non planifiés. Je me dis, tiens, j'ai envie d'apprendre des relations humaines. Et je vais observer toute forme de relations humaines dans les transports, dans ma famille. Voilà, c'est quelque chose de conscient et non planifié. Et vous pouvez aussi avoir des apprentissages professionnels non conscients et non planifiés. Je vis les choses. Et progressivement, par sédimentation, il y a quelque chose qui se transforme en moi. Souvent, ce sont les apprentissages que je qualifierais des savoirs devenir, par modélisation. On n'a peut-être pas encore évoqué Albert Bandura, mais l'apprentissage vicariant, par modélisation. On observe quelqu'un, et puis il y a quelque chose qui, à un moment donné, s'imprègne en nous. Rappelons-nous que nous avons appris, chacun d'entre nous, notre langue maternelle ou paternelle, comme vous voulez. Nous sommes frères et sœurs. Je vois d'ailleurs beaucoup de formatrices. Donc je tiens à rappeler que je suis une femme comme les autres, au passage. Donc si je fais des impairs, vous me rappelez. Donc ces apprentissages qui sont non planifiés, un peu comme un enfant qui apprend sa langue, eh bien ça se fait par immersion. Donc le voyage est un lieu extraordinaire aussi pour apprendre de façon informelle. Et on n'est pas obligé de voyager au bout du monde. On peut simplement aller dans le village d'à côté. Donc là, il y a des expériences incroyables. Marcher, traverser un territoire, observer et parler aux gens, mettre de la lenteur. Une semaine pour faire 100 km à pied, parler aux gens, apprendre, se ralentir. Une autre façon d'apprendre. Alors la ludopédagogie, j'ai découvert cette statistique, 1000 jeux créés par an en France. C'est considérable, on n'arrête pas. Il y a toutes sortes de jeux. On voit apparaître des jeux coopératifs. Donc ça, c'est assez intéressant. Avant, on avait le modèle du Monopoly où il fallait gagner, écraser l'autre, prendre un maximum d'argent. Bon.
Peut-être que dans nos formations, on peut s'appuyer sur des jeux coopératifs qui portent aussi des valeurs particulières. Alors dans l'atelier, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce parallèle entre le jeu et la formation. Dans l'atelier, on disait, eh bien, en formation, il y a des consignes, il y a des instructions. Dans le jeu, il y a des règles du jeu. Il y a aussi un but à atteindre dans le jeu. Il y a des objectifs pédagogiques. Et donc, jouer est consubstantiel aux mammifères. On est encore des mammifères, donc on a besoin de jouer. C'est comme ça que les petits mammifères s'éduquent, découvrent des choses. On peut réintégrer les mécanismes du jeu. Huizinga, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Homo Ludens, nous décrit toutes les formes de jeu, d'évasion, de vertige. Donc il décrit différents types de jeux, et il y a forcément des jeux qui peuvent concerner les différentes situations que nous vivons. Donc j'ai pu voir des jeux sérieux, des jeux d'évasion, des jeux de plateau, des jeux de cartes. Mettons un peu de jeu dans ce que nous proposons. Alors il y a des réseaux de ludothécaires. J'ai vu également un réseau de ludogîtes. Donc vous avez un mélange entre le tourisme et le jeu. Vous partez en week-end avec vos enfants, votre famille, et vous vous retrouvez avec d'autres familles et vous êtes là en train d'apprendre et vous n'en apercevez pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Tiens, petite question. Est-ce que vous savez combien les Français dépensent à la Française des Jeux? Qui a une idée? Alors, au niveau de la France, toute la dépense, qu'est-ce qui se jette à l'eau? Hein? Alors, 5 milliards. Qui dit mieux? Allez, on va rejouer. On gagne, on joue. 7. Qui dit mieux? 100. Qui dit moins? Alors, on est à 33 milliards. Deuxième question. Donc, on mise sur le jeu pour s'enrichir, on est d'accord? Pour faire évoluer sa situation. Question pour les techniciens qui ont lu le jaune budgétaire. Le jaune budgétaire est un document passionnant dans lequel on a tous les bilans des organismes de formation. Et dedans, on voit la part de la dépense des ménages en formation. D'accord? Combien les ménages dépensent en formation? Hors compte professionnel de formation, hors formation payée par l'entreprise, de leur poche. Ils prennent les billets, paf, ils disent ça, je mise sur moi. Combien? 50 millions. Qui dit mieux? 100 000 euros, plus. Pour tout le pays. 500 millions, plus. On est du côté du milliard. Donc, 1 milliard qu'on mise sur nous-mêmes, 33 milliards qu'on met à la Française des Jeux, au tiercé, tout ça. On a de la marge. Je vois que le temps passe à une vitesse considérable. Je suis trop bavard. Alors, social learning, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment le monde du monde des communautés, monde collectif, monde du co-design. C'est quelque chose dans lequel on peut aller. Un innovateur québécois que j'avais rencontré à la banque mutualiste Desjardins me dit c'est très facile de transformer une culture, tu mets du co partout. Co-design, co-évaluation, co-animation. Et à partir du moment où tu as fait ça, c'est assez facile, tout le monde va reprendre. C'est un mot d'ordre pour transformer une culture. On peut la créer des dispositifs d'auto-formation accompagnés, apprentissage entre pairs. Donc vous aviez un magnifique atelier là-dessus. J'aimerais rappeler qu'ici, on est dans l'amphithéâtre Saint-Exupéry, je crois, auditorium Saint-Exupéry, et probablement vous connaissez ce que disait Saint-Exupéry. Il disait le destin d'une pierre, c'est d'être pierre, mais de s'assembler, elle devient temple. Là, il y a probablement une leçon à prendre. Je vais être obligé d'accélérer pour garder du temps pour des questions. Modernisation de la formation. Alors moi, je suis tombé dans la caverne d'Ali Baba. C'était vraiment formidable de voir les technologies au service de l'industrie, de la fabrication de ressources. Là, on a un véritable avantage à innover, c'est qu'on met les personnes, que ce soit pour la fabrication du robot, pour la fabrication du podcast, pour la fabrication d'un film, on met les personnes en situation active et elles font elles-mêmes leur histoire. Elles ne sont pas les récipients des autres, elles font l'histoire. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé de fascinant.
Je remercie au passage l'atelier sophrologie qui m'a permis d'être particulièrement détendu, enfin je l'espère, puisque j'ai pu bénéficier aussi de ce moment très, très agréable et assez simple à vivre. Je le recommande à tous. Il faudrait que je recommande tout le monde, mais je ne peux pas. Donc, ces aspects d'immersion en réalité virtuelle, ces aspects de test sont vraiment des choses à explorer. Également, explorons le corps. J'ai vécu aussi un atelier sur le corps. Le corps nous dit beaucoup de choses. Ne restons pas uniquement dans notre cerveau, mais utilisons cette intelligence du corps. Alors, les lieux, tiers-lieux, Fab Lab, sont aussi des espaces, on en a peu parlé dans les ateliers, mais je le rappelle. Alors là, je vous ai mis une usine qui fait 12 000 m², qui n'est pas très loin de chez moi. Et il y a un projet d'y faire un tiers-lieu. Je ne sais pas comment faire. Si certains d'entre vous ont des idées, moi j'aide une petite association dans le coin, je suis preneur d'aide. Les tiers-lieux, c'est les lieux où il y a de la sérendipité qui se crée, c'est-à-dire le rencontre du hasard et des possibilités. Donc on a là une intelligence qui peut se faire. J'ai mis le mot tiers-chemin, parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire tiers-lieu, il n'y a pas une seule façon de se rencontrer. Mais j'ai vu des lieux se fertiliser. Par exemple, un organisme de formation qui a du mal à vendre ses formations pour des publics, eh bien, le travail avec un tiers-lieu peut aider à communiquer, à développer des façons différentes de faire. Des tiers-lieux peuvent aussi être des lieux ressources pour fabriquer des ressources pédagogiques pour des enseignants. Et on va imaginer, avec du matériel, des machines, fabriquer des jeux pédagogiques ou toute pratique. Donc il y a probablement lieu de fertiliser ce que peuvent faire des organismes de formation dans des tiers-lieux. Il y a des alliances à créer. Organisation apprenante, territoire apprenant, on n'en a pas beaucoup parlé. Là, c'est l'Escandorgue, c'est d'autres montagnes près de chez moi. L'organisation, c'est quelque chose qui est important parce qu'on y vit, on y passe du temps. Moi, je participe d'une organisation qui s'appelle Society of Organizational Learning, qui est Société pour l'organisation apprenante. Et on voit que les organisations ont des comportements qui favorisent ou pas l'apprentissage. Donc là, on a quelque chose à jouer, à penser les modalités d'apprentissage organisationnel. Une recherche que j'ai pu faire avec une trentaine de cadres RH et de managers a montré que pendant le Covid, eh bien, les équipes qui ont été un petit peu coupées de leur ligne hiérarchique ont su faire preuve de résilience. Donc ça plaide pour ce que Carl Rogers appelle la liberté pour apprendre. Vous vous souvenez? Ce moment où, face au vide, on prend des initiatives et des responsabilités. Ça engage une pédagogie des défis. Utilisons des pédagogies des défis. Osons le faire. Message aux prescripteurs et financeurs. Ouvrez un peu les cahiers des charges. Laissez un peu de marge de liberté. Autorisez de l'expérimentation. Un peu. Mettez des critères et des indices pour mesurer, mais au départ, ne verrouillez pas tout. Ne restez pas dans cette logique taylorienne que nous reproduisons depuis près de 100 ans maintenant. Les territoires apprenants, j'en ai pas entendu parler, mais il y a quelque chose d'assez fort sur l'idée de territoire apprenant. Alors il y a les villes apprenantes, tout est apprenant. Hein. Si vous avez regardé, on a même eu des colonies de vacances apprenantes et des vacances apprenantes. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un peu comme Molière. Hein. Il disait « l'opium a un pouvoir dormitif ». On ne sait pas ce que ça veut dire. Le mot apprenant qu'on accole partout, c'est pareil. Prudence. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on a besoin d'être en vigilance. Pour moi, territoire apprenant, c'est avant tout des territoires de projet. On n'apprend pas uniquement pour sa carrière. On peut aussi apprendre pour sa communauté et son territoire. C'est particulier ce que je vous raconte, mais je vois des gens, des simples citoyens, qui se mettent au service de leur territoire, au service d'une rivière, au service d'un mode d'alimentation, et qui disent « nous allons faire quelque chose ». Et ils n'attendent pas d'être financés. Ils seront financés peut-être, mais ils font les choses. On peut apprendre sur un territoire et créer des liens. Penser les milieux plutôt que des environnements d'apprentissage, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Alors j'aimerais maintenant vous proposer de faire le deuxième sondage. Après ce que je vous ai raconté, comment voulez-vous, souhaitez-vous que le monde de la formation évolue? Toujours plus de technologie, de réfléchir par les espaces et les lieux, qu'on valorise l'intelligence collective,
que ce soit l'intelligence émotionnelle ou bien encore le vivant. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus souhaitable pour orienter nos politiques et nos cahiers des charges de formation, voire nos réponses et nos propositions? On n'a pas trop bougé, j'ai l'impression. Alors, il y a un match entre intelligence collective et intelligence émotionnelle. Alors, c'est amusant parce qu'on nous survalorise la technologie partout, mais ce n'est pas ce que vous avez mis dans ce que vous sentez venir et dans ce que vous souhaitez. Je trouve que ça, c'est l'indication du sondage. Remettons la technologie à notre service. Remettons-la à notre service. Alors moi, je plaide pour le vivant. Pour moi, vivre et apprendre sont deux mots strictement synonymes. Et il y a importance à les unir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre sans apprendre. Et nous ne pouvons pas apprendre sans vivre. Donc ça, il y a quelque chose qu'il faut garder. Pour ma part, je ne mets plus l'humain au centre de la formation. Je mets le vivant au centre de la formation. L'humain étant dans le vivant. Mais j'intègre désormais de façon plus large les choses. Alors, peut-être on pourrait garder un peu de temps pour des questions-réponses, si vous voulez, parce que je n'ai pas arrêté de causer. Et je ne voudrais pas être plus pénible que ça. Donc s'il y a l'idée, peut-être de réfléchir à quelques questions. Il nous reste combien de temps? 35 minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre 3-4 minutes pour parler avec votre voisin, peut-être en petit groupe de 2-3, 3-4, et puis de voir qu'est-ce que ça vous fait ce que je vous raconte, d'imaginer les questions que vous auriez envie de poser, et puis au bout de 3-4 minutes, ce que je vais vous proposer, c'est de lever le bras, et tous ceux qui me voient sont invités également à lever le bras, ce qui est un signe que nous accueillons le silence et que nous prenons le temps des questions-réponses. Ça vous va comme moment? Ok? Donc, on se donne 4 minutes, vous réfléchissez à ce que je vous dis, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Et au bout de 4 minutes, je lève le bras, je vous invite à le faire autant si vous le voyez, de façon à ce que nous puissions revenir en silence et se remettre en partage. C'est parti. Je vous laisse regarder le chrono. Est-ce que ça vous suscite des questions? Alors, ça n'a pas de rapport, mais finalement, c'est le côté. J'ai pu vous les trouver des choses. Parce que les présidents, Géraldine, qui est venue me dire qu'ils allaient passer. Oh là là, ah oui, d'accord. Tu vois, donc, et finalement, j'ai mis Val passe de l'autre côté et il y a la place à côté de Pierre. Il y a deux places à côté. Il faut qu'on peut se détendre. mais je t'ai épargné le. Ouais. L'intention, c'était de nous faire un
parle pas trop vite. Merci beaucoup. Je suis toujours impressionné qu'on soit capable de faire preuve d'intelligence collective. En 7-8 secondes, on arrive à obtenir le silence d'un grand auditorium. Donc je vous remercie d'avoir joué le jeu. Et l'idée, c'est est-ce que vous avez envie de réagir, de questionner par rapport à ce qui a été présenté sur le fond, sur la forme, sur les idées? Quelles seraient les questions que vous auriez envie d'investiguer pour aller plus loin? Par là-bas. Il y a aussi par là-bas. Prums, ouais. Merci beaucoup pour la présentation très claire et synthétique. Moi, j'ai une question qui a émergé sur la dernière chose que vous avez dit, de vous mettez le vivant au centre de vos processus d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les choses que vous faites? Alors, très concrètement, moi je travaille à croiser les approches du biomimétisme et de la pédagogie. Donc je vais passer du temps en observation, notamment dans la nature, pour voir ce qui peut être inspirant, problématique par problématique. J'observe que nos jeunes, ils sont capables de... Tiens, je vous pose la question. Combien les jeunes sont-ils capables de connaître de marques commerciales? Dites un chiffre. Alors 100, 200, c'est 150. Combien nos jeunes sont capables de reconnaître de types de feuilles d'arbres? Alors 2, non, un peu plus que 2. C'est une quinzaine. D'accord? Donc vous voyez où on met notre importance. Donc pour moi, ça passe par là. Il y a aussi l'idée de la permaculture humaine, c'est-à-dire d'utiliser tous les principes du vivant, de fécondité, de conservation de l'énergie dans la fabrication de nos ingénieries. Par exemple, pour moi, un apprentissage, il doit être fécond et génératif. Ce que j'entends par là, c'est que l'individu, il doit être capable d'être créatif avec un apprentissage, pas simplement avoir une mémoire stockée, mais il doit être capable, avec ce qu'il a, d'augmenter son pouvoir d'agir. Donc je me pose ce type de questions-là. Pour répondre très rapidement. Par là. Un micro. Ouais. Alors, Oui. Vous étiez là d'abord, et puis après là, et puis après là-bas, ok? C'est déjà branché. Oui, tout d'abord, merci déjà pour cet éclairage écologique de l'innovation. Donc, ça fait beaucoup réfléchir quand on parle d'innovation. On a toujours tendance à penser technologie, donc cette vision écologique est enrichissante. Et en parlant d'innovation, vous avez introduit votre propos en parlant de l'intelligence artificielle, en disant que pour vous, ça n'allait pas révolutionner la formation. Voilà. On voit l'intelligence artificielle qui arrive partout, on voit des outils pédagogiques qui permettent à des jeunes ou des moins jeunes d'apprendre par eux-mêmes, en ayant certes des socles, mais d'apprendre par eux-mêmes. En quoi ça peut suppléer, compléter, remplacer? Quelle est votre analyse par rapport à ça? Alors, je ne sais pas si j'ai dit exactement que ça n'allait pas révolutionner, mais j'ai dit qu'on ne remplacerait jamais le formateur. Il va probablement évoluer vers des rôles de facilitation, d'accompagnement, tout en gardant la maîtrise du contenu, hein, comme nous l'a bien rappelé Jean-Charles hier matin. C'est-à-dire qu'on peut faire de la non-directivité quand on est solide sur le fond pour pouvoir guider. Ce qu'on peut noter à travers les intelligences artificielles dites génératives, c'est la nécessité d'avoir une cartographie la plus large possible et d'apprendre à poser des questions. Si vous ne savez pas poser des questions, vous n'aurez que les généralités et les croyances communément recensées par l'intelligence artificielle qui va fouiller des masses de bases de données. Donc on a intérêt à développer dans les fameux soft skills le côté dimension critique. Croiser ses sources, les vérifier,
Donc, on a toujours besoin d'une médiation. Elle va peut-être se décaler. L'intelligence artificielle apporte des choses. Actuellement, je me suis amusé, peut-être comme vous, à faire des déroulés pédagogiques à une intelligence artificielle. Alors, ça me sort des trucs terribles, hein, des tableaux, c'est génial. Et puis, en même temps, j'ai pris un groupe et je l'ai mis en co-design et j'ai dit, bon, on va créer quelque chose. On va faire de la créativité. Et là, non seulement j'ai quelque chose qui me semble de meilleure qualité, mais surtout plus vivant et plus approprié par les participants. Vous voyez, sur cette tâche-là. Donc, ça ne va peut-être pas tout remplacer, ça va être probablement une aide, et c'est quelque chose qu'on est en train d'observer, et ça se vit maintenant par nous tous. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. En partie, d'accord. Oui. Oui. Moi j'ai une question. Merci en tout cas pour ce retour, moi qui satisfait en partie l'appétit que j'ai eu ou que je pouvais avoir pour des ateliers auxquels je n'ai pas pu participer, donc c'était super intéressant. Alors ma question c'est sur l'articulation entre le commun et la privatisation, on va dire, des process, des innovations, des ressources, etc. La région, l'État, les bailleurs de fonds, l'Union européenne financent des bureaux d'études, des organismes de formation pour booster les innovations, etc. Et en retour, qu'est-ce qui est reversé, on va dire, au commun, qu'est-ce qui est après privatisé, breveté, etc. Cette problématique-là. Oui, vous avez raison. On parle des communs du savoir. Moi, je travaille actuellement sur un commun de la facilitation en intelligence collective avec un groupe de facilitateurs pour se dire comment on peut réunir tout ce qu'on a et l'offrir aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est également pas si facile que ça, parce que quand on regarde tous les partages, on voit qu'à un moment donné, se rencontre la logique de je donne à la communauté, et puis de l'autre côté, j'ai besoin de vivre et de vendre des prestations. Il y a ces doubles modèles qui s'inventent. Et je ne sais pas si on a trouvé actuellement des solutions efficientes par rapport à ça. Par contre, ce qu'il me semble, c'est que pour tout ce qui est argent public, dépenses d'argent public, ça devrait être reversé à tous. Moi, j'ai travaillé au CNFPT à mettre en place une coopérative pédagogique. Et dès le départ, on est parti sur du Creative Commons, ce qui fait, et c'est toujours accessible. Vous avez accès à une base de ressources pédagogiques juste énorme, en vidéo, film, outils, pratiques, manuels. Allez-y, coopérative pédagogique du CNFPT, vous trouverez ça. Ensuite, il y a des organismes de formation qui ont besoin de vivre, qui développent beaucoup de temps pour développer des jeux et des pratiques. Et on ne va pas leur dire vous allez tout faire gratuitement, c'est compliqué. Donc il y a probablement des choses qui doivent être reversées à la communauté, dans une logique, je dirais, de don contre don, un peu à la façon de Marcel Mauss, que vous connaissez probablement. Où vous donnez, et puis peut-être un jour quelque chose va vous revenir. Et puis d'autres choses qui sont peut-être qui ont nécessité beaucoup de temps d'élaboration, et là ça doit être restitué aussi à celui qui a investi le temps. Donc moi je vois pas de solution idéale tout de suite là sur ça. On peut avoir la main sur le cœur et dire on va tout donner. Quand vous avez passé 100, 200, 300 heures à développer quelque chose, vous avez envie qu'il y ait un retour sur investissement. Mais par contre, quand c'est l'argent public, pour moi, ça doit être restitué intégralement au commun. Oui. Bonjour et merci. Alors c'est un peu finalement un peu comme tout à l'heure la question sur la technologie. Moi là, je regarde ça et je vois l'intelligence émotionnelle qui est toujours très haut dans les deux cas. L'intelligence émotionnelle en tant que tendance pédagogique. Bon, mais en fait, ça ne me parle pas. Je ne vois pas ce que c'est l'intelligence émotionnelle comme tendance pédagogique. Je vois à peu près ce que c'est l'intelligence émotionnelle. J'imagine qu'on a chacun aussi notre définition. Mais en tant que tendance pédagogique, je ne fais pas forcément le lien. Il y a une part de la mobilisation de soi au travail, quelque part, qui est de plus en plus prégnante. Avant, on disait, dans le monde industriel, tu laisses tes affects au vestiaire. Vous avez entendu parler de ça? On dit, tes émotions, tu les laisses au vestiaire. Et puis on arrive un peu coincé. J'ai pas d'émotion. C'est pas vrai. On voit qu'au contraire, on est en train d'ouvrir, de rechercher
à avoir des coopérations dans les organisations, dans les entreprises, où on peut exprimer des choses. Ça veut dire probablement être capable, peut-être que je vais vous dire quelque chose de choquant, mais de créer des cultures de conflit. Culture de conflit, c'est une culture dans laquelle j'ai des problèmes et je peux en parler. Et je peux, à travers des modalités pédagogiques, de dialogue, de cercles de parole, de groupes d'échange de pratiques, apporter sauter au-dessus de ce qui paraît quelque chose qu'on rejette. Et c'est vrai que dans notre culture, souvent, on rejette le conflit, alors que les émotions rentrées, ça crée ce qu'on entend, la grande démission, la déprise du travail, on a vraiment un changement d'orientation. Donc la possibilité d'amener ces émotions au travail comme partie prenante de l'individu, ça participe probablement des entreprises de demain. D'ailleurs, vous regarderez les travaux de Damasio, dans son ouvrage L'erreur de Descartes, il nous dit toute décision rationnelle doit avoir une part émotionnelle. Donc, on doit réapprivoiser ces émotions au travail pour en faire non pas quelque chose de tabou, de limité, mais pouvoir justement construire des communications plus efficientes, donner à chacun sa place. Alors, la formation, elle est modélisante, c'est-à-dire que si vous regardez les pays scandinaves, eh bien, ils fabriquent leur démocratie à travers leur éducation et leur formation. Par exemple, un pays comme la Norvège, ils ont développé ce qu'on appelle des cercles d'études. Cercles d'études, ça veut dire des adultes se réunissent et ils se décident entre eux, ils choisissent un thème d'apprentissage. Allez, on va apprendre la guitare. Ou non, on va apprendre plutôt la cuisine. Ou plutôt la réparation de mobylettes. Peu importe, ils se choisissent un thème et ils apprennent entre eux. Eh bien, cet apprentissage de faire avec la différence, ça fabrique de la démocratie. Donc l'innovation, elle a ça aussi comme bénéfice. Quand vous avez de l'innovation, la sociale en l'occurrence, eh bien, vous diffusez une façon de faire société. Je pense que dans nos pratiques, eh bien, il y a lieu de développer ce type d'innovation. Je vous parlais on parlait de l'atelier de la pédagogie, du social learning tout à l'heure. Moi, j'ai été marqué de voir que les années 90, ça marque à la fois la chute du mur de Berlin, du communisme, 89, je crois, le mur de Berlin, mais la chute assez prononcée du communisme, et en même temps l'apparition de deux méthodes pédagogiques, le co-développement professionnel, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir les travaux d'Adrien Payette et Claude Champagne. Alors Payette et Champagne, hein, ça ne s'invente pas. Et dans la même période, vous avez les communautés d'intérêt qui sortent. Et donc, vous voyez, ce croisement-là, ces méthodes-là, elles participent à la démocratisation de la parole dans les entreprises. Elles participent probablement à transformer aussi les pratiques managériales. Et là, elles sont accessibles à tous. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à l'adopter d'urgence. Prescription en boîte de 12. Une dernière question? Oui. Alors, peut-être un micro. Ou alors parlez fort, vous êtes peut-être... Bien fort alors. Hein. Tutoie-moi, il n'y a pas de problème. Sur la technologie, une innovation, elle peut être disruptive. Et là, j'ai l'impression que dans la multiplication de nos méthodes, de nos approches, ce n'est pas tant disruptif que ça. Par contre, la technologie, est-ce que ce n'est pas justement cette approche un peu disruptive, ça casse un peu un modèle qui fait peur et qu'on voit justement que cette technologie, elle arrive en dernier lieu, alors qu'elle est tout de même bien présente dans les usages des apprenants, en gros. Alors, oui, pour moi, l'innovation, c'est vraiment beaucoup la diversification et c'est aussi une façon de s'interroger mutuellement sur nos façons de faire. Jean-Charles l'a encore très bien dit, il n'y a pas de colloque sur le QCM, il y en a sur l'innovation. Donc, ça nous amène à se créer en communauté, à se trouver des terrains de dialogue. Donc ça, c'est intéressant. C'est apporter quelque chose de neuf dans un système, l'innovation. Mais
quand on regarde les travaux de Patrick Cohandet, qui est un Québécois, il décrit 3 temps de l'innovation. Le premier temps, c'est l'innovateur solitaire qui, dans son coin, bricole un truc. Il invente. Le deuxième temps, alors il appelle ça underground. C'est le caché. Souvent, on le voit quand on a des créatifs culturels, geeks, des gens qui ne font pas comme les autres. Et puis, il commence à avoir un certain succès et il le partage à un petit groupe, un groupe de pairs, en confiance. Et là, il commence à voir qu'il se passe quelque chose. Middle ground, c'est la reconnaissance par les pairs, très important. Les badges sont probablement une bonne façon de se reconnaître. Et puis le troisième niveau, c'est l'upper ground. C'est l'institution qui dit hop, 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 là, il se passe un truc. Je vais mettre de l'argent. Je vais mettre 3 millions d'euros, 4 millions, je vais investir. Parfois, ça dénature un peu la petite idée qui fonctionnait dans un contexte. Mais parfois, ça l'accélère et ça permet d'aller plus loin. Donc, il y a tout un cycle de l'innovation, entre guillemets, innovation. Et je ferai très attention de ne pas utiliser les mêmes cycles qu'on va trouver dans l'appropriation de produits, où on a ce qu'on appelle les premiers adopteurs, puis une sorte de courbe de Gauss, et puis les adopteurs finaux. Je pense que dans la partie pédagogique, ça passe d'abord par les usages et de faire avec ses pairs, d'oser. Moi, j'aime beaucoup ce proverbe mexicain qui dit quand un innovateur rate, ça arrive, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Ils ont voulu nous enterrer, ils ont oublié que nous étions des graines. Proverbe mexicain pour les innovateurs. Donc, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a ce côté vivant. Produisons des idées compostables, des idées qu'on peut remâchouiller, replanter ailleurs, diffuser, de telle sorte que, même si on veut enlever ça, ça reste dans les esprits. Voilà ma vision de l'innovation, entre guillemets. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arriver à la conclusion. On va arriver à la conclusion, alors, tranquillement. En conclusion, je dirais qu'on a eu un bouleversement que nous avons vécu collectivement, qui est l'enfermement du Covid, et qui nous a reposé des questions sur le travail, sur le sens, sur qu'est-ce qu'on fait. Pour moi, ça transforme les rapports au savoir. Alors, je participe à l'équipe de Philippe Carré, que vous connaissez probablement par ses travaux sur l'apprenance, que je distingue bien de l'apprentissage ou de la formation. L'apprenance se centrant sur le désir d'apprendre, sur le pouvoir, savoir et vouloir apprendre. Ça me semble extrêmement important de partir sur ce principe. Je suis aussi dans l'analyse, et j'ai appris ça dans un atelier, que nous avions un niveau de concentration qui était de quelques secondes. Waouh, on m'a dit c'est 8 secondes. Moi j'ai commencé la formation il y a 30 ans, on me disait tu sais, tu vas les avoir à peu près 15 minutes concentrées, après il faut faire une pause. Maintenant on me dit c'est 8 secondes. Waouh. Alors pour moi on a perdu la bataille de l'attention, il nous faut gagner la bataille de l'intention. L'intention. Si nous ne pouvons pas motiver les autres, alors il faut l'aider à construire lui-même sa propre intention. Aidons-le. Construisons pour lui les conditions qui vont développer de la ressource. Je m'appuie beaucoup sur les travaux d'Amartya Sen, prix Nobel d'économie. Vous avez, je crois, 28 prix Nobel d'économie. Vous en avez 2 qui ne sont pas de l'école de Chicago, Ostrom et Amartya Sen. Alors peut-être une troisième maintenant, pour vous dire. Et que dit Amartya Sen? Il dit ce n'est pas parce que vous avez des ressources que vous pouvez faire face à une disette dans le pays. Il fait son étude après un épisode terrible de famine en Inde, où dans une région, il y avait absolument tout, l'eau, la nourriture, et dans l'autre, il n'y avait rien. Il y avait donc des ressources pour les sauver, il y avait les décisions gouvernementales pour cela. Mais on n'a pas été capable d'utiliser ces ressources. La vision ressourciste en formation est insuffisante. Il faut aller toucher le cœur des personnes, et donc gagner la bataille de l'intention. Donc, savoir qu'est-ce qui les motive vraiment. Écouter les personnes. J'ai eu la chance en début de carrière de travailler sur une mission nouvelle qualification de Bertrand Schwartz,
l'inventeur de missions locales. Et lui disait, c'est un innovateur, hein, Bertrand Schwartz, vous prenez les jeunes, vous les mettez dans une usine et vous voyez ce qu'ils sont capables de faire. Complètement l'inverse de est-ce que le gars a le profil pour rentrer dans le référentiel métier? Pas du tout. Et donc, j'ai pris des jeunes, c'était à Iton-Seine, près de Mantes-la-Jolie, que vous connaissez peut-être par les journaux télévisés, donc quartier un peu chaud du coin. Et les jeunes, on les met dans l'usine et on leur met 3 tuteurs. Imaginez 3 tuteurs. Le tuteur de proximité qui amenait le jeune dans le quartier, le tuteur hiérarchique qui encadrait le jeune, et le tuteur métier qui lui donnait les gestes professionnels. Et tout le monde avait pour mission d'observer qu'est-ce qui se passait chez ce jeune, comment il était doué, où est-ce qu'il avait du potentiel. Et de cette façon-là, les 8 jeunes sur 8 qui ont été encadrés ont tous trouvé un job dans cette usine. C'est exceptionnel, parce que je peux vous dire qu'ils partaient de loin, les jeunes. Je ne veux pas les enfoncer, mais le travail, ce n'était pas leur truc, hein, vraiment pas. Et là, ils travaillaient en 3 x 8. Mais avec cet encadrement et avec cette attention qui était portée, il s'est passé quelque chose. Donc là, il y a quelque chose à reconquérir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais les choses? Et prendre le temps d'en perdre pour écouter l'autre. Alors, les bénéfices d'innover, j'ai essayé de les développer. Il y a l'engagement de l'apprenant, nécessite probablement de revoir nos postures de formateur, d'accompagnateur. Moi, je travaille beaucoup maintenant sur la posture de facilitateur. Je me définirais plutôt comme facilitateur. C'est une posture que j'ai découverte en Afrique. Je fais une mission internationale en Afrique. Et puis, je devais former des DRH au cahier des charges de formation. Et dans mon groupe, j'avais moitié DRH, moitié des maçons. Alors là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Ils avaient vu que cahier des charges, ils n'avaient pas vu formation. Et il y avait un formateur québécois qui me dit, c'est pas un problème ça, il faut que tu mettes 2 groupes. Il y a un groupe qui va faire les RH, l'autre qui va faire le bâtiment. Et tu vas les écouter. Et je fais ce qu'il me dit. Et en gros, le savoir est dans le groupe. Le savoir est dans le groupe. Il est chez les personnes. Et la facilitation, ça consiste à accompagner cette énergie des groupes pour qu'ils révèlent le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui signifie probablement apprendre à lâcher prise, apprendre à écouter, apprendre à avoir un programme sans forcément le respecter pour conduire là où l'autre peut aller. Pour moi, c'est ça la facilitation, et c'est probablement une posture qui peut nous aider à réengager de la motivation. Donc l'innovation, elle est aussi travailler sur soi-même et sa posture. Alors ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, les marques 150 et puis les feuilles, une quinzaine. Pour moi, je voulais indiquer, j'ai commencé ma carrière sur la question de l'auto-formation. Donc j'ai fait une thèse sur la fabrique des managers et j'observais que les managers, ils apprennent partout, mais surtout au travail. Donc je renvoie vers l'atelier qu'on a eu tout à l'heure, hein, activité en formation en situation de travail. Là, il y a quelque chose qui se développe, probablement. Donc l'auto-formation, accompagner l'auto-formation. Imaginons des dispositifs qui accompagnent l'auto-formation. Et puis après, j'ai découvert qu'on apprend seul, mais jamais sans les autres. Là, c'est la socio-formation, social learning. Toutes les formes de travail en équipe, à 2, à 3, à 4, à 10, à 15, c'est des choses qui sont intéressantes à creuser. Donc, devenons des champions de cette intelligence collective. Et puis, j'ai lu les travaux de Bruno Latour. Vous connaissez probablement Bruno Latour. J'ai eu la chance de l'interviewer à son domicile. Chance extraordinaire. Il avait écrit son bouquin « Où atterrir ?» Et il nous dit, on va dans le mur. On part, on ne sait pas où on va. Où atterrir? Et là, je me suis dit, on apprend seul, jamais sans les autres, et toujours quelque part. Le habiter. Heidegger parle du Dasein, être là, partir de là. J'ai mémoire d'un formateur qui disait « je suis le lieu ». Il se posait, c'était un médiateur de cité, vous voyez, le gars qui va dans les portes où il y a les dealers, il se posait, il s'asseyait. Il disait « je suis le lieu ». Et il discutait avec les autres, il parlait, il n'avait pas peur. Alors c'était un ancien criminel, hein, donc il avait peut-être des repères, je ne le recommande pas à tout le monde, ne le reproduisez pas seul à la maison, mais lui il savait faire ça,
Et il avait cette capacité de créer du lieu par sa présence. Travaillons notre présence, travaillons notre lieu. Cette idée, maintenant, c'est celle de l'éco-formation, c'est-à-dire se mettre en lien avec le vivant. C'est des choses qu'on sait déjà. Gaston Pinault, on parlait déjà il y a déjà quelques années en arrière. Vous connaissez peut-être Gaston Pinault, un des promoteurs du récit d'apprentissage. Avec Pierre Dominicé, ils ont travaillé sur le récit d'apprentissage. Et Gaston Pinault, il nous parle d'éco-formation. S'intéresser au monde dans lequel on se situe. Partir des ressources de ce monde, partir de l'abondance qui est à notre disposition. Je vois 2 minutes, et donc j'aimerais juste vous remercier pour votre attention, vous encourager, quoi qu'il se passe, à innover, à disrupter, à vous lier les uns aux autres pour vous encourager quand c'est difficile. S'il y a des financiers dans la salle, laissez un peu de mou pour que les innovateurs puissent tester tout ce qu'ils peuvent. Je pense que c'est vraiment important pour eux. Soutenez-vous et n'oublions pas qu'on ne réussit pas de la première fois, mais on réapprend et on réapprend. Et comme notre proverbe mexicain, je vous le redonne une dernière fois avant de clore, ils ont voulu nous enterrer, ils ont oublié que nous étions des graines. Soyons des graines. Merci. Merci Denis Caillé. Merci pour votre lecture des apports, des échanges depuis hier matin. Vous avez vous aussi semé des graines de réflexion. Vous nous avez fait voyager géographiquement, émotionnellement et conceptuellement aussi. Alors restez un petit peu avec nous, car on vous propose de nouveau une synthèse visuelle numérique de la conférence. Et oui, de nouveau un reportage graphique qui nous a été concocté par Sophie Étronier et que vous voyez derrière moi et qui sera toujours disponible sur le site du COO après l'événement. Rebonjour à tous. Oui, c'est bon. Il fonctionne. Donc là, sur la planche, vous en avez dit des choses, Denis. J'ai ancré sur la gauche, en fait, tous les, je dirais, les bons conseils que vous avez retenus de la journée, que vous avez ancrés dans votre conférence là cet après-midi. Donc on va retrouver pas mal de grandes informations, de bien penser au qu'au design, qu'au-construire. Alors j'ai pas voulu réillustrer tous les ateliers parce que ça on l'a fait sur les fresques que vous avez vues. Donc là c'est vraiment reprendre des mots qu'on surgit justement de ce que vous avez pu voir dans les ateliers. Sur la droite, au niveau de l'attractivité, j'ai mis les 5 grandes intentions dont vous parliez, notamment la technologie, l'intention collective, l'intelligence émotionnelle, le vivant et l'intelligence des lieux. Et puis en droit, évidemment, c'est pas exhaustif, à droite, pardon, mais j'ai remis certaines formes d'apprentissage que vous avez évoquées, auxquelles on ne pense pas souvent, notamment l'apprentissage inconscient, non planifié, voilà. Super, bravo. Merci. J'aurais droit comme Jean-Charles à voir le dessin? J'ai droit comme Jean-Charles à voir le dessin aussi? Mais avec plaisir. Wouh, trop content, merci. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis content, je trouve ça super. J'espère pas avoir été trop bavard et qu'on a eu le temps un petit peu d'échanger. Moi, j'ai un blog, je réponds facilement aux autres, donc pas de souci pour rester en communication. Merci. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, il nous reste donc maintenant à remercier nos intervenants. Merci Denis Christol et non pas Caillé. Merci également à Madame Étronier et Madame Morel pour cette illustration, pour l'illustration graphique que nous venons de voir. Merci à Madame Leroy et Madame Madeleine pour la traduction. Alors, on voudrait vous rappeler, avant de passer à la dernière séquence, qu'un badge numérique Agora est disponible. Donc, c'est Agora Occitanie. J'ai participé. Il y a aussi un badge pour ceux qui étaient sur le workshop sur les badges. Je badge, donc il suffit de nous en faire la demande et
vous recevrez ce badge. Nous vous rappelons également des dossiers de l'APRO, et c'est la deuxième édition des dossiers de l'APRO, a été produit pour vous pour compléter cette manifestation Agora Occitanie. Donc de nouvelles pratiques pédagogiques pour de nouveaux besoins. C'est sur notre site. Vous pouvez le consulter à tout moment pour aller plus loin. Je voudrais aussi, parce qu'ils ont dû nous quitter, avoir une pensée et puis des remerciements pour nos collègues du Conseil régional. Donc 3 personnes, Sylvain Cap, Thibaut Guibon et aussi Marie-Béatrice Planche, qui ont beaucoup œuvré à construire, pour ceux d'entre vous qui y ont participé, le workshop numéro 7 qui était ce magnifique parcours auquel beaucoup d'entre vous ont pu participer. Alors, nous allons maintenant transmettre la clé des innovantes de la formation à nos confrères. Et pour remettre ces clés, j'aimerais vous présenter toutes les personnes qui vous ont accueillis pendant 2 jours et qui ont contribué à l'animation des workshops, qui étaient là sur scène pour animer avec moi les séquences sur la scène, qui étaient là pour vous renseigner. Alors, si je vous appelle, il faudrait peut-être un peu venir. Donc, il s'agit de l'équipe du Cariforef Occitanie. On va les laisser... On va les laisser s'installer. Voilà, vous avez devant vous toute l'équipe qui, toute l'année, collecte votre offre de formation, la met en ligne de manière à valoriser votre offre de formation. Vous avez devant vous les personnes qui, tout au long de l'année, analysent la relation emploi-formation dans notre région, produisent des études sur les publics, sur les dispositifs dans nos régions et dans nos territoires. Vous avez devant vous les personnes qui animent tous les sites que nous mettons à votre disposition. Bien sûr, le site du Cariforef Occitanie. Je voudrais en oublier aucun. Il y a Digital Skills, il y a Me Former en région, il y a Profil, il y a la plateforme La Place. Vous avez devant vous les personnes qui animent également les réseaux de la VAE qui vous accompagnent dans vos démarches qualité. Voilà l'équipe du Cariforef Occitanie. Et pour remettre maintenant la clé, je vais appeler notre président, Monsieur Dominique Lemaire, donc président du Cariforef Occitanie, ainsi que Laurent Baudinet, qui est président du réseau des Cariforef, ce réseau auquel le Cariforef Occitanie appartient et dont nous vous parlons depuis hier matin, qui nous soutient aussi dans nos démarches. Bien sûr, appelez aussi nos collègues, je crois qu'ils sont encore 2, nos collègues du réseau des Cariforef qui font le même métier que nous, mais qui le font au niveau national. Et puis, nous allons maintenant tout de suite découvrir dans quelle région nous partirons l'année prochaine. Pour la régie, on n'a pas de son. Après les regards croisés sur les enjeux de la digitalisation de la formation en 2021. L'innovation au service de l'attractivité des métiers, des formations et des territoires en 2022. Les processus innovants au cœur de l'attractivité des formations professionnelles, cette année. En 2024, direction vers une région où les gens ont la banane, où la chaleur est au rendez-vous, et où on a le sens de la fête. En 2024, rendez-vous dans les Hauts-de-France pour poursuivre le voyage. Le C2RP, Cariforef des Hauts-de-France vous accueille à Lille pour les prochaines innovantes. Alors Fanny, je crois qu'il te revient l'honneur maintenant de remettre cette clé que voici. Cette clé qui est partie de Montpellier, qui est ensuite allée à Bordeaux, qui fait son escale aujourd'hui à Toulouse. Et je cède la parole à notre président Dominique Lemaire.
Merci, merci Pierre, merci à toutes et tous. Très rapide, on va partir un peu de l'externe et puis après on va revenir vers l'équipe. D'abord l'externe, vous avez vu, il y a des badges. Moi je trouve que c'est une merveilleuse idée, l'idée des badges. Quand on est dans le monde de la formation et quand on travaille avec des formateurs et quand on a la chance aussi de travailler sur, d'avoir des audits Calliope, à un moment donné, on nous demande de nous assurer que les formateurs se mettent régulièrement à jour dans leur formation. C'est pas facile. Quand on est un organisme de formation, de le prouver, c'est pas très facile non plus pour les formateurs. Et je trouve que l'idée du badge est quand même si elle n'a pas une vertu de certification, elle a quand même une vertu de montrer que les formateurs peuvent régulièrement, ce que vous faites d'ailleurs, peuvent régulièrement se mettre à jour de leurs connaissances et de leurs compétences. Et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée et que vous pourrez partager si vous êtes concerné. Donc je trouve que c'est une très bonne idée et c'est tellement une très bonne idée. En plus, l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est sorti du CARIFOREF Occitanie. Alors, pardon, ça c'est le côté un peu chauvin. Enfin, cela dit, tu es aussi dans le pays de la chocolatine, donc on dira rien, mais plutôt de l'autre côté. Mais en tout cas, je voulais, et c'est de revenir un peu vers vous, l'équipe du CARIFOREF Occitanie, parce que moi, depuis 3-4 ans, je ne sais plus depuis combien de temps, en fait, je vois non-stop des animations. D'ailleurs, on l'a vu à peu près à l'écran, même s'il y a d'autres choses qui se passent aussi très nombreux. Donc, je voulais simplement vous dire que c'est un CARIFOREF qui est extrêmement dynamique et que qu'on voit aussi tout ce que vous faites, que l'idée qui germe des idées. Je pense que le badge qui va en plus s'élargir vers le réseau CARIFOREF. Enfin voilà, moi je voulais tout simplement vous dire bravo pour toutes ces idées, bravo pour toute cette énergie poussée par un Pierre qui n'arrête pas de bouger. Et puis bravo aussi pour toutes les manifestations et la qualité des manifestations. Et voilà, je voulais tout simplement vous adresser mes félicitations et mes remerciements. Voilà, bravo à toutes et tous. Merci. Bon, Hauts-de-France, on va passer de la chocolatine au chicon. Il va falloir qu'on fasse un peu de... Mais en tout cas, moi, je serais ravi d'être à Lille l'année prochaine. Et puis, merci, mon cher Laurent, cher président, mon cher Laurent, de venir à Toulouse et pour aussi récupérer la clé. Et puis, surtout, nous parler aussi du réseau CARIFOREF parce que nous sommes fortement ancrés dans le réseau. Merci, Laurent. Merci, cher président Dominique, qui n'a pas dit aussi qu'il était administrateur du réseau. Il a une double casquette, cet homme-là. Il est donc secrétaire du réseau, tout comme Pierre, qui est directeur ici donc, de la structure, mais qui est aussi administrateur du réseau des CARIFOREF, réseau qui embarque aujourd'hui 21 structures, puisque nous avons une nouvelle structure qui est avec Saint-Martin, donc 21 structures, donc 8 ultramarines. Donc voici pour le réseau. Un grand merci, vraiment une félicitation. Félicitations d'abord au CARIFOREF Occitanie, effectivement, à son président, sa gouvernance, ses équipes, parce que comme il a été rappelé, c'est bien le CARIFOREF Occitanie qui a démarré les innovantes donc en 2021. Et ensuite, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine a confirmé l'année dernière, avec aussi un grand succès. Et ça revient en Occitanie. Et là, quand c'est une 3e édition et aussi réussie, ça le pérennise. Ça le pérennise. Alors effectivement, Hauts-de-France, parce qu'on s'est dit quand même, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ça fait un peu rugby tout ça. Ça fait un peu de derby de la Garonne. D'ailleurs, petit clin d'œil, le meilleur pour le Stade Toulousain pour demain soir. Une grande richesse cette édition, une grande richesse. J'ai assisté aux conclusions, j'avais vu le programme, eu quelques échos par les équipes. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est les félicitations, elles sont évidemment aux équipes. Mais j'ai envie de vous dire aussi félicitations à vous, vous qui êtes là, vous qui ambitionnez donc de faire apprendre, d'apprendre. Et pour que les apprenants, il faut qu'il y ait l'attention et l'intention. Mais même en tant que formateur, il faut avoir cette humilité de dire moi aussi, il faut que j'apprenne. Et il faut que je sois en intelligence collective pour venir. Et parce que je suis dans un monde qui évolue, qui peut inquiéter. Il y a une question tout à l'heure dans la salle. La place du formateur, l'intelligence artificielle, les nouveaux outils, est-ce que le formateur aura toujours
sa place? Eh ben, oui, je pense que vous avez eu des réponses collectives, ce sont vos réponses qui ont compté, et ce genre d'événement important, voilà, marque cette humilité, et moi j'ai envie de dire un grand merci à vous. Les innovantes, aujourd'hui, c'était des éditions, et aujourd'hui, ça passe un pas grâce à vous pour passer à un label. Il y aura toujours des innovantes en tant que telles, mais toute opération, manifestation organisée par un CARIFOREF qui ne serait pas forcément innovante aura ce label innovante pour faire corps. Président, tu as parlé des badges numériques. Le badge numérique, c'est pas qu'un outil, c'est un outil, mais c'est surtout là aussi pour créer une communauté. Et c'est toute l'essence même aussi des CARIFOREF, je voulais vous le dire, ce qu'on appelle la professionnalisation. Et même en tant que professionnel, on se professionnalise et on suit ensemble les évolutions pour être au meilleur dès le lendemain, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on n'apprend plus comme on apprenait il y a 20 ans, mais ça a été dit. Donc encore un grand bravo. Donc l'année prochaine, j'espère que tout le monde qui est ici, vous serez à Lille, parce que c'est effectivement le grand pays de la banane. Ils sont super, c'est un très beau CARIFOREF et ça sera une vraie très belle édition. Donc je vous donne rendez-vous donc pour 2024, donc à Lille. Merci à vous. Alors je vais demander à Fanny et à Susanna de rester avec moi, de sortir de la foule de l'équipe pour ce mot de la fin. Susanna, tu es là et Fanny est derrière. Voilà, pour terminer, je vous présente les deux personnes qui ont particulièrement œuvré à la réussite de cet événement. Approchez-vous, sinon on ne va pas vous voir. Susanna Duki, qui a conçu vraiment toute la partie pédagogique, l'architecture pédagogique de l'événement, les conférences, trouver les conférenciers, organiser les workshops auxquels vous avez assisté. Et Fanny Garcia était sur toute la partie plutôt organisationnelle. C'est comme ça qu'on a réussi à vous accueillir ce matin, vous faire badger, trouver la salle. Voilà. Et je voulais vous présenter plus particulièrement ces deux personnes avant qu'on se quitte. Fanny, tu as quelques retours sur la manifestation d'ores et déjà, sur ce qui nous a été dit dans les couloirs, peut-être des mails, peut-être sur les réseaux sociaux? Oui, on a eu un retour très positif de la part de nos participants, que ce soit à la fin des workshops, suite à la conférence d'ouverture, sur notre chat Evenium. On a commencé à avoir des retours sur nos réseaux sociaux, un petit peu par mail aussi. Donc oui, globalement, c'est très satisfaisant. Ok, et donc pour confirmer tout ça, Susanna, il faut dire quelques mots sur l'évaluation. Vous êtes des professionnels de la formation, vous savez que bien évidemment, on va passer par cette étape imposée de l'évaluation. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Vous voyez qu'il y a un QR code à télécharger, Susanna? Oui, en effet, Pierre, on voulait insister sur cette dernière minute, sur l'importance que revêt l'évaluation post-événement pour nous. On souhaite insister sur le fait que vos retours sont importants, retours positifs, mais aussi axes d'amélioration. L'innovation pédagogique, c'est un axe qui va être structurant des politiques publiques, en tout cas de l'injonction ou des demandes des pouvoirs publics, et on souhaite accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants. Et pour ce faire, on a besoin de vos retours qui alimenteront la réflexion pour le programme d'animation et plus largement pour toutes les actions de professionnalisation qui seront proposées par le CARIFOREF Occitanie. Donc vous avez un QR code dans le tote bag que vous pouvez d'ores et déjà scanner et compléter le formulaire. Vous recevrez également par mail le même questionnaire de satisfaction et on vous remercie par avance de bien vouloir le compléter. Merci. C'est presque le mot de la fin. Il reste à vous remercier tous. J'ai entendu que certains d'entre vous tout à l'heure disaient « Oh là là, j'aurais aimé participer à tous les workshops ». Bon, on se doute bien, ce n'était pas possible. C'était 2 maximum. Il faut bien faire des choix. Par contre, si vous n'avez pas pu aller sur les workshops, toutes les thématiques de workshop sont reprises dans notre programme d'animation. Donc, vous pouvez aussi vous former et aller vous informer grâce à nos
nos webinaires. Il reste donc à se donner rendez-vous l'année prochaine à Lille pour les innovantes. On se donne aussi rendez-vous pour une autre édition d'Agora, quelque part en Occitanie et plus tard. Et bien sûr, vous nous suivez sur les réseaux sociaux et sur notre site, donc vous découvrirez le moment venu dans quelle ville on sera en Occitanie. Puis comme vous le voyez, toute l'équipe du Carrefour F Occitanie se tient à votre disposition partout dans notre région. Regardez bien, il y a des sessions de professionnalisation partout. Il y en a à Millau, il y en a à Mende, il y en a à Sète, il y en a à Tarbes, il y en a à Auch. Je ne vais pas vous faire toutes les villes de la région. Je vous propose qu'on en reste là et je vous remercie. Au revoir.